Merci Eric. Justement, on va parler du marché, on va parler sur comment bien comprendre le marché, comment identifier son marché, comment faire toutes ces démarches préalables à la création d'une entreprise et au lancement d'une entreprise pour réduire les chances de faillite et augmenter les chances de succès. Mais tout d'abord, deux mots sur moi, deux mots sur pour me présenter. Vous l'aurez entendu de l'accent et du nom, je suis italien et j'étudie le français depuis 5 ans, donc peut-être qu'il y a quelques coquilles qui se glissent de temps en temps dans quelques slides et je vous prie de m'excuser. Mais plus sérieusement, en fait, je suis un entrepreneur. J'ai créé 3 entreprises, 2 en France, un en Italie. J'ai des travails, en fait, depuis 5 ans, depuis que je suis en France, j'accompagne des entrepreneurs à l'entrepreneuriat. Donc, j'ai eu la possibilité d'accompagner des centaines d'entrepreneurs qui, quelques-uns ont réussi, des autres n'ont pas réussi, mais tous, on a pris des choses très importantes. J'ai un profil plutôt international parce que j'ai travaillé beaucoup à l'étranger avant de venir en France et ça fait très longtemps que je ne suis pas en Italie. J'y retourne de temps en temps, mais c'est mon pays d'origine, voilà, mais c'est pas mon pays de travail. Et je suis venu en France ici, je suis venu à Paris en 2015 avec la French Tech, en fait. À l'époque, on récupérait des entrepreneurs internationaux avec des projets qui pouvaient résoudre des problématiques importantes pour l'État français. Et donc, c'était une accueil à l'Élysée avec François Hollande et Emmanuel Macron que vous voyez ici dans la photo. Et aujourd'hui, vraiment, je m'occupe d'accompagner les entrepreneurs dans tout ce qui est la vente création et les premiers pas, la création d'une entreprise, jusqu'au moment en fait où ils commencent à voler tout seuls avec leurs ailes et ils ont des salariés et ça avance très bien. Alors aujourd'hui, on a un programme, on est ensemble jusqu'à 11h30, mais après, bien évidemment, s'il y a des questions, je suis disponible aussi après pour répondre à toutes vos questions. On va voir beaucoup de sujets ensemble. J'ai laissé aussi un moment j'ai laissé aussi un moment vers 10h50, 10 minutes. Ce n'est pas vraiment 10 minutes de pause, mais c'est 10 minutes où il y a un exercice. Je vous donnerai un exercice à faire, comme ça que ce n'est pas que descendant cette présentation. Et dans ces 10 minutes-là aussi, je prendrai le temps de répondre déjà à toutes vos questions qui peuvent vous venir en tête entre maintenant et 10h50. L'idée, c'est vraiment en fait de ne pas complètement arrêter les flous de la conversation, mais répondre à toutes les questions d'un coup et aussi vous permettre de faire un exercice, de mettre un peu en pratique déjà. Je vous ai préparé des exercices. J'ai vu que votre programme de janvier il est très intense, mais je vous ai préparé des exercices quand même entre les séances que j'espère que vous aurez la possibilité de faire. Alors, nos objectifs de la journée, apprendre à confronter les projets au marché. En fait, c'est ça vraiment l'idée. Comment confronter votre idée, comment confronter votre projet au marché, comment réaliser aussi une étude de marché. Vous allez voir le business plan. Le business plan, c'est un peu la mise, la mise sur papier de tous les sujets que vous avez déjà testés sur le marché. Là, on va regarder comment les tester, quelles sont les démarches à faire justement avant de formaliser un business plan. Aussi, on va parler des différents business models. Hein. On parle beaucoup de business models. On voit des business models innovants, des business models plutôt anciens. On est très confronté au digital. Et donc, on va un peu démystifier aussi tout cet aspect de business model. Qu'est-ce que ça veut dire et quels sont vraiment, de façon basique, les business models qui existent. On va vraiment aller à la source. Je vais vous donner aussi un peu d'outils et d'exemples, comme je vous disais. Un peu aujourd'hui, je vous les passe. Les autres, je passerai à Nadine, qui après va tous vous les envoyer. C'est quelques outils pratiques que vous pouvez utiliser justement pour faire avancer votre projet. Et on va essayer de s'amuser, hein, ça ne va pas être trop scolaire, ça va être 1h30 de plaisir, j'espère. Bien sûr, Francesco, bien sûr. Alors, tout d'abord, pour aborder ce sujet, je voulais prendre quelques minutes pour parler de
pourquoi faire une étude de marché? En fait, on fait une étude de marché parce que ça peut être, quand on veut se lancer, quand on veut aller vite, on peut dire non, mais en fait, moi, je suis certain de mon business et je suis sûr que ça va marcher. Je vais mettre tout de suite la tête dans les cambrouis et je les lance. Je les lance. Alors, tous les entrepreneurs, il n'y a pas un entrepreneur qui lance une entreprise qui pense qu'il n'y a pas raison. Tous les entrepreneurs sont 100% convaincus que leur business, ça va marcher. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous les entrepreneurs. Beaucoup, ils n'y arrivent pas. Et du coup, l'idée de faire une bonne étude de marché, de bien comprendre son marché avant de se lancer, c'est fondamental parce que l'entrepreneuriat, c'est un jeu de risques. Et l'idée, c'est qu'il faut minimiser les risques. Donc, en business, en étude de marché, bien connaître son marché, bien tester son marché, vous permet de réduire les risques et éviter des erreurs, pas forcément la faillite, mais aussi des erreurs que vous pouvez commettre tout au long de votre parcours d'entrepreneur. Aussi permet d'identifier les potentiels de votre projet, combien de clients vous pourrez avoir, combien de chiffres d'affaires vous pourrez faire grâce à votre business. Vous permet aussi de connaître les clients. Parce que parfois, on se lance et on n'a pas forcément connaissance de tous les clients. On ne les connaît pas. On dit, ben oui, mon client, ça devrait être lui. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que ça serait quelqu'un d'autre? Faire une étude de marché vous met tous les billes de votre côté et vous prépare aussi à ce démarchage commercial qu'il y aura aussi après une fois que le business est lancé. Apprendre l'environnement, définir la concurrence. Une étude de marché vous permet aussi de comprendre qui sont les concurrents autour de vous et quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles et comment vous vous rapportez par rapport à quelle est votre place dans le marché, comment vous vous rapportez par rapport à vos concurrents. Identifier un modèle d'affaires, c'est aussi à travers une étude de marché qu'en fait on identifie quel est le bon business model. Et bien sûr, faire des choix sur des données concrètes, sur des choses que vous découvrez vraiment sur le marché. Alors, quand on parle d'études de marché et de business model, déjà, étude de marché, il y a deux parties de l'étude de marché. Il y a une étude de la demande et il y a une étude de l'offre. Une étude de la demande, en fait, ça correspond à comprendre qui sont les clients, quelle est la taille du marché, combien il y en a concrètement de ces clients et comment on les étudie ces clients. Comment on va étudier qu'on a vraiment, nos hypothèses sont bonnes sur leurs besoins. L'étude de l'offre, de l'autre côté, ce n'est pas une étude des clients, mais c'est une étude de l'offre existante. Donc, c'est une étude de la concurrence, c'est une étude de la différenciation que vous pouvez avoir, c'est une étude de l'industrie, c'est une étude du contexte qu'il peut y avoir. Cette analyse des deux choses, cette étude de marché, étude de la demande, étude de l'offre, produisent un modèle d'affaires. Quel sera votre modèle d'affaires? Votre modèle d'affaires, c'est en fonction de ces deux études. Et votre modèle d'affaires, c'est ce qu'on appelle en anglais, en fait, un business model. Tout simplement que ça. Nous, on va essayer de voir tous ces aspects-là. Voilà, tous les voir dans les détails parce qu'on on n'a pas une semaine, parce qu'il faudrait une semaine pour voir ça dans les détails. On a juste 1 heure et demie, donc on va essayer d'aborder les aspects principaux et je vais vous donner des billes pour chacune de ces étapes. Déjà, là où je voudrais clarifier une chose par rapport à les business plans que vous allez voir dans quelques jours, c'est qu'en fait, j'adore cette phrase de Yogi Berra, ce joueur de baseball, c'est qu'en fait, il y a une différence entre la théorie et la pratique. En théorie, il n'y a pas de différence entre les deux, mais en pratique, il y en a. Et c'est un peu exactement la situation dans laquelle se trouve l'entrepreneur. Notre entrepreneur, il est dans une schizophrénie constante entre ce que j'étudie sur le marché, ce que je vois sur le marché, et qui en fait me fait évoluer mon projet d'entreprise, et ce que j'écris dans mon business plan. Parce que dans les business plans, on n'écrit pas exactement tout ce qu'on voit sur le marché. Les business plans, c'est une mise en avant de votre business. Donc en fait, là, dans quelques jours, vous allez voir comment vraiment mettre en avant votre business, comment écrire votre business plan avec des hypothèses très intéressantes. Moi, aujourd'hui, par contre, je suis plutôt dans le côté terrain, dans le côté pratique. Ce n'est pas vraiment une mise en avant de votre business, c'est une vraie, en fait, étude franche de ce qui se passe sur le terrain, qui ne va pas
qui n'est pas obligé de vous permettre de mettre en avant votre business, mais de l'adapter. Il faut être très sincère dans votre étude de marché parce que ce que vous découvrez, en fait, vous devez l'utiliser pour améliorer votre business et pour prendre des décisions correctives par rapport à l'idée initiale que vous avez eue. Donc, l'idée, ce n'est pas de se autoconvaincre et chercher sur le marché les données qui vont vous permettre de dire j'avais raison, parce qu'au final, ce n'est pas ça qui va permettre à votre business de réussir. L'idée, c'est de comprendre les marchés, comprendre les données et de les intégrer dans votre business pour les faire évoluer. Et dire aussi, mais en fait, j'avais tort. Heureusement que j'ai regardé les marchés, heureusement que j'ai parlé avec mes clients, heureusement que j'ai parlé avec la concurrence, je peux faire évoluer mes hypothèses et je peux construire quelque chose qui a encore plus de sens. C'est un peu ça l'idée. Donc, étude de la demande. Commençons par les clients. Les clients sont au centre de le business. C'est le corps de votre business. C'est par là que tout commence. C'est par vos clients. Les clients, c'est eux qui payent les salaires. Ce n'est pas l'employeur qui paye les salaires. L'employeur partage entre les salariés l'argent que les clients lui donnent. Les clients, en fait, sont les vrais patrons. C'est eux qui, du jour au lendemain, s'ils décident de dépenser l'argent dans une autre entreprise pour un autre produit, en fait, ils peuvent virer tout le monde dans l'entreprise. Donc, c'est eux qu'on doit vraiment, en fait, rendre heureux. C'est eux qu'on doit suivre dans les détails. C'est eux qu'on doit répondre à leurs besoins. Il faut se concentrer. Le corps de l'entreprise, c'est ses clients et la réponse aux besoins de ses clients. L'entreprise n'est pas d'une idée d'un entrepreneur, comme on pense souvent. C'est un entrepreneur, j'ai eu une idée géniale, mais en fait, né des besoins des clients. L'idée de l'entrepreneur, ça doit juste être là pour répondre aux besoins des clients. Vous comprenez de ce que je vous dis, je vous parle beaucoup d'argent là. Les clients, c'est ceux qui payent. Alors, attention, il y a un sujet très important là, qui cause souvent les erreurs de primo-entrepreneurs. Les primo-entrepreneurs, souvent, font confusion, ils confondent, il y a une confusion entre les clients et les utilisateurs. Alors, vous comprenez, c'est pas la même chose. Les clients payent. Les utilisateurs utilisent. Parfois, les clients et les utilisateurs, c'est la même personne. Jackpot. En fait, vous résolvez un problème, ils vous payent les personnes qui utilisent votre produit. Parfois, ce n'est pas la même personne. Là, ça devient un peu plus compliqué. Vous vendez des cassettes de Disneyland, des DVD de Disneyland, ça n'existe même plus, mais vous vendez des DVD de Disneyland, c'est qui vos clients? C'est qui vos utilisateurs? Vos utilisateurs, c'est les enfants. Mais vos clients, ce n'est pas les enfants, c'est les parents. Donc, en fait, à qui vous répondez à un problème? Parce que c'est tout là la question, hein, c'est de qui les problèmes? Ben, les problèmes, c'est les problèmes des parents, ce n'est pas les problèmes des enfants. Le problème, c'est les problèmes des parents, parce que les parents, ils veulent que les enfants regardent un dessin animé, comme ça, ils ne pleurent pas. Comme ça, en fait, ils apprennent des choses très intéressantes, parce que c'est de Disneyland et c'est de très beaux concepts qui sont présentés. C'est les parents qui payent. Les problèmes que vous recevez, c'est les problèmes des parents. Surtout quand vous êtes une jeune entreprise. Quand vous devenez très grand, vous pouvez dire, en fait, je commence à être plus proche de mes utilisateurs, parce qu'en tout cas, c'est mes utilisateurs qui vont pousser mes clients à acheter. Quand vous êtes une entreprise mûre. Mais quand vous êtes une jeune entreprise, si vous devez choisir entre je me concentre sur mes clients ou sur mes utilisateurs, parce que c'est difficile de faire les deux en même temps, concentrez-vous sur vos clients. Parce que votre problème principal quand vous créez, c'est que vous n'avez pas d'argent. Vous devez générer du chiffre d'affaires. Et vous générez du chiffre d'affaires grâce à vos clients. Donc, règle numéro 1, bien distinguer client-utilisateur. Concentrez-vous au démarrage sur les clients. Sur la suite, concentrez sur les utilisateurs. Ça augmente vos chances de réussite. Les clients ont des problèmes. Et les clients ont des raisons d'acheter qui leur sont propres.
parfois, quand on est trop concentré solution, quand on est trop concentré idée, quand on est trop entrepreneur, la tête du génie de l'entrepreneur, en fait, on pense, on se justifie de mauvaise façon pourquoi les clients achètent. Et du coup, il faut y aller très proche, regarder pourquoi ils achètent. Il n'y a pas longtemps que ça, j'ai entendu les directeurs techniques d'Apple dire que les clients d'Apple achètent un iPhone parce qu'en fait, il y a les microprocesseurs A12, 13, 14, je ne sais pas combien. Très concentré sur son parti de téléphone, très concentré sur son microprocesseur. Si on demande aujourd'hui à un acheteur lambda d'Apple pourquoi il achète son téléphone, ben, il ne dira jamais qu'il achète Apple parce qu'en fait, il y a un très bon microprocesseur. Concentré sur les clients, on risque avec le temps de perdre les focus clients. Ce n'est pas du tout évident de se concentrer sur les clients. Ce n'est pas du tout évident de leur être proche. Mais le plus vous êtes proche, le plus votre stratégie sera claire. Il y a quelques années, au directeur général de Harley Davidson lui a été posée une question un peu irrévérente pour lui demander en fait dans quelle industrie sont les motos Harley Davidson. Et de façon très intéressante, en fait, l'ancien président, il a répondu, Harley Davidson, il n'est pas du tout dans l'industrie des motos. Harley Davidson est dans l'industrie de Lego. Nos clients, c'est des personnes qui, en fait, dans la plupart des cas, je ne parle pas de tout le monde, mais dans la plupart des cas, c'est des personnes qui sont du middle management, des cadres, qui toute la semaine répondent à des ordres qui leur donnait leur patron, et ils travaillent souvent dans un cubicule, comme on dit en anglais, mais le week-end, ils veulent sentir que c'est eux-mêmes les chefs, c'est eux-mêmes les patrons, ils ont un ego à faire ressortir, et ils se déguisent un peu en cuir, ils achètent des motos, et ils se sentent libres. C'est ça l'industrie de Harley Davidson, c'est l'industrie de l'ego. C'est ça l'industrie, c'est pas l'industrie de moto. Comment on comprend ça? On comprend ça si on est à côté de nos clients, si on parle avec nos clients, si on aime nous-mêmes nos propres clients. Alors, comment on fait justement à faire ça quand on est entrepreneur? Parce qu'on ne peut pas faire une étude de marché qui va prendre des dizaines de jours. Il faut être rapide quand on est entrepreneur. Alors, j'ai un outil pour vous qui s'appelle le profil du client. Comment on fait un profil du client de façon très simple. Ici, j'ai pris un exemple. En fait, on dit tout d'abord, c'est qui les clients? Les clients, c'est la personne qu'on peut aider le plus facilement. Là, ici, j'ai pris un exemple. J'ai pris des personnes entre 30 ans et 40 ans qui veulent s'amuser. Quel est leur problème? Le problème du client, la ligne numéro 2. Le problème du client, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de discothèques, pas assez de lieux où s'amuser à la mode. Quel est le marché total? Donc là, comme je vous disais, la taille du marché, important à savoir quand on se lance. Personnes entre 30 et 40 ans à Paris, combien il y en a qui pourraient être mes clients qui veulent s'amuser? Il y a un demi-million de personnes. La taille du marché, ça c'est le marché total. La taille du marché disponible, combien en fait je ne pourrais avoir de ces clients-là? Parce que, OK, à Paris, il y a un demi-million de personnes dans ma cible, mais combien je pourrais en avoir? En fait, en fonction des raisons géographiques, en fonction de la capacité de mon produit, imaginons que j'ouvre une discothèque, je peux avoir à peu près 200 personnes par jour. Quel est le marché que je peux effectivement avoir, effectivement capturer? Pas le marché disponible, mais que je peux capturer. Bon, pas de chance, il y a les Covid, ma salle de fête se réduit de guise et en fait, on n'aura que 50 personnes par jour. Quels sont les segments de mes clients? On peut avoir des étudiants, on peut avoir des gens à la mode, on peut avoir des musiciens, on peut avoir des touristes, etc. Qui sont mes personas, qui sont les vraies personnes qui pourraient venir dans ma discothèque, Luc, Arthur, Paola, etc., etc., etc. C'est comme ça qu'on fait un profilage du client. Ça, c'est un exercice que je vous donnerai à faire à la pause. J'aimerais bien qu'en fait, vous arriviez à bien identifier très rapidement, ça prend 5 minutes à le faire, c'est qui les clients, c'est quel est leur problème, quelle est la taille du marché,
combien il y en a qui pourraient effectivement venir, combien concrètement, vu tous les contraintes que je peux avoir, je pourrais en avoir par jour, quels sont les segments, quels sont les groupes de personnes qui sont comme ça, et quels sont les personas, qui sont des vraies personnes qui ont ce problème. Alors là, je vous ai parlé d'un concept, c'est le concept de segments. Qu'est-ce que c'est un segment? Peut-être quelqu'un parmi vous a déjà entendu parler de ces concepts. Un segment, c'est un groupe de clients qui pourraient utiliser ma solution, mais qui ne sont pas forcément les mêmes entre eux parce qu'ils ont des problématiques, des besoins différents. Si je vous ai pris des exemples de segments, des bikers, des personnes qui utilisent les vélos, comme vous voyez, toutes ces personnes pourraient acheter des vélos. Mais les besoins de ces personnes-là sont très différents. Il y a quelqu'un qui cherche la vitesse, il y a quelqu'un qui cherche le confort, il y a quelqu'un qui cherche l'endurance. Ça, c'est des segments, en fait. C'est des clients potentiels, mais très différents l'un de l'autre. Et quand on crée une entreprise, quand on fait une étude de marché, on va construire des segments en fonction des types de besoins différents que peuvent avoir nos clients. Et la question, c'est combien de segments on crée du coup? Le nombre de segments qu'on crée, c'est en fonction du nombre différent de besoins de notre marché potentiel. Et moi, je vais pousser un peu plus loin, donc je vous invite à construire des segments, des groupes de personnes avec des besoins similaires mais différents entre les groupes, et de lire pour être vraiment concret, hein, parce que l'entrepreneuriat, c'est de la pratique, de choisir dans chaque segment une persona. Qu'est-ce que c'est une persona? Une persona, c'est une vraie personne. Ce n'est pas un archétype. Il y a les agences d'études de marché vous diront, un persona, il faut faire un archétype. En entrepreneuriat, on ne fait pas d'archétype, ce n'est pas fictif, c'est une vraie personne. Moi, je voudrais que pour chaque segment, vous identifiez un représentant. Une vraie personne qui, selon vous, représente ces personnes. C'est très important que ça soit vrai parce qu'en fait, votre projet, il est vrai. Et du coup, il faut une vraie personne qui achète derrière. Du coup, la persona, elle doit être vraie. Si vous avez des doutes, vous avez son numéro de téléphone, vous avez son adresse email, vous lui demandez. Mais cette personne-là, vous la décrivez. Et elle sera le représentant du segment. Toutes les fois que vous avez un doute, toutes les fois que vous avez une hypothèse que vous devez valider, vous avez votre test, votre testeur, votre champion, que vous pouvez contacter, que vous pouvez dire, en fait, Chloé, j'ai pensé faire les produits comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça correspond à tes besoins? Et là, vous pouvez vraiment, en fait, creuser et vraiment vous assurer que vous êtes dans la bonne direction. Ça c'est un peu la côté client, comprendre les clients et comprendre leurs problèmes. Donc, pour résumer, en fait, les clients payent, les clients doivent être au centre de votre business, tout part du client. Il faut comprendre quelles sont leurs vraies raisons d'acheter, il faut les diviser en groupes, les segments, et il faut élire un représentant pour chaque segment, c'est votre persona, que vous pouvez contacter, que vous connaissez. Ça, c'est la partie client et problème. J'imagine que vous avez des questions. Je vous invite à les garder. Dans quelques minutes, 15-20 minutes, on va faire la première partie de la foire aux questions. Une fois compris qui sont les clients, comme je vous disais, autre aspect très important de l'étude de marché, c'est comprendre les clients et les besoins, mais aussi comprendre combien il y en a de ces clients. Combien on peut avoir des clients? Alors, il y a essentiellement 3 types de marchés que vous pouvez avoir. Une, ça s'appelle un marché de masse. Un autre, ça s'appelle un marché de niche. Pardon. Et un troisième, ça s'appelle un marché de 2 côtés, multi-sided. Alors, un marché de masse, c'est un marché où il y a énormément de clients potentiels avec des besoins pas très précis, avec des besoins pas très pointus. Un marché de niche, c'est un tout petit marché, c'est une niche. Il y a moins de clients potentiels, mais avec des besoins très précis. Je vais essayer de vous faire un exemple pour chacun. Un marché multi-side, c'est un marché où pour faire une vente, il faut 2 côtés.
Il faut quelqu'un qui vend et il faut quelqu'un qui achète. C'est un des marchés les plus difficiles, les multi-site, parce qu'en fait, un marché de masse ou de niche, si vous vendez quelque chose, vous le vendez directement à votre client et c'est vendu. Mais un marché multi-site, c'est comme le marché des plateformes. Vous voyez, imaginez Airbnb. Airbnb, pour vendre une location d'un logement, il faut quelqu'un qui met la chambre sur le site et quelqu'un qui l'achète. Il faut convaincre deux acheteurs, deux personnes. Il ne suffit pas de ne convaincre une, ou deux. C'est plus compliqué. C'est un double effort. Le digital a rendu tout cela plus facile, mais en soi, pour faire une vente, il faut deux côtés. Alors, des exemples. Un marché de masse, c'est acheter un paire de Nike, des chaussures Nike, dans un magasin Foot Locker, dans un magasin de chaussures à 70 €, à 80 €. C'est des chaussures de jogging, des chaussures de sport, lambda, classiques, que tout le monde peut mettre. Soit pour rester chez eux, soit pour aller courir, soit pour se balader le dimanche, etc. C'est un produit très générique que tout le monde peut acheter. C'est un marché de masse. Un marché de niche, c'est quand vous vendez la chaussure, peut-être c'est pas Nike, c'est une autre marque, vous vendez la chaussure spécifique pour courir les 100 mètres qui va vous permettre de gagner 1 seconde tous les 10 mètres. C'est hyper technologique. Il y a une étude de recherche derrière très pointue. Et la chaussure, elle ne coûte pas 70 €, mais elle coûte 600 €. Parce qu'en fait, ça vous permet de courir tellement plus fort. Mais pas tout le monde va se la permettre, pas tout le monde a ces besoins-là. C'est un marché de niche. Un marché multi-side, un marché multifacette, c'est le marché, je vous faisais l'exemple d'Airbnb, mais je pourrais prendre l'exemple d'eBay, je pourrais prendre l'exemple d'Amazon. C'est le marché des plateformes, en fait. Je peux vous prendre l'exemple pour être un peu plus classique, de Carrefour. Carrefour, c'est une plateforme. En fait, il y a quelqu'un qui vend les produits à Carrefour et Carrefour, en fait, qui les vend de l'autre côté. En fait, c'est un lieu où, en fait, on va acheter des produits, les consommateurs. C'est toutes les fois qu'il y a une plateforme. Quand on est une startup, c'est où que c'est mieux de se lancer. Et pour clarifier, vous pouvez réussir dans tous les trois. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire qu'un des trois. Moi, l'objectif d'aujourd'hui, c'est aussi vous donner quelques conseils sur comment minimiser les risques. Et c'est tous les experts conviendraient qu'en fait, quand on est une startup, où il y a moins de risques de se lancer, c'est dans un marché de niche. Pourquoi? Parce que dans un marché de masse, les besoins des clients ne sont pas très spécifiques, donc c'est difficile de les convaincre. Dans le marché multi-side, en fait, il faut convaincre 2 clients pour arriver à faire une transaction. Dans un marché de niche, vous avez des clients avec des besoins très précis. Du coup, en fait, ce que vous pouvez faire, vous vous mettez au milieu et vous les convaincre. Des besoins très précis. Si vous comprenez bien les besoins, vos clients, et vous produisez un produit spécifique pour leurs besoins, ils vont en acheter parce que leur besoin il est très précis, il est très clair. Donc, où c'est conseillé de se lancer, c'est dans le marché des niches. Essayez de faire de votre marché un marché de niche. Le pire, c'est le marché de masse. Et en fait, beaucoup de personnes, beaucoup d'efforts de communication, des besoins pas très clairs, très, très difficiles à convaincre à acheter. Marché de niche, plus de chances de votre côté. Trouvez votre niche. Et si vous avez la chance, si vous êtes très bon, soit votre niche va devenir un jour un marché de masse, et alors c'est jackpot. S'il y a l'exemple de la télévision satellitaire, la télévision via câble, en fait, qui au début c'était un marché de niche, mais c'est devenu un marché de masse avec le temps. Soit vous coupez toute la totalité de votre masse et un jour vous allez en fait aussi voir un autre marché de niche. Vous occupez toute votre niche et après vous allez sur une autre niche et après sur une autre niche, après sur une autre niche, faisant différentes versions de votre produit qui s'adaptent à différentes niches. C'est ce qui est conseillé.
Autre erreur, moi, je vous dis un peu les erreurs, comme ça vous tilte, hein, ça vous donne des pistes, des choses à ne pas commettre. Autre erreur qu'ils font souvent les entrepreneurs, c'est qu'ils disent, en fait, je vais dans un marché où il n'y a personne. J'essaie de trouver mes clients où personne touche. Alors, ici, j'ai pris un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de la bière. Et en fait, j'ai pris cet exemple, et comme vous voyez, il y a la bière consommée, 88% de la bière consommée dans le monde, c'est consommé par 17% de la population. 12% de la bière consommée dans le monde, c'est consommé par 16% de la population. Et il y a 67% de la population dans le monde qui consomme aucune bière. Alors, souvent, les start-upers, ils disent, bah, ici, c'est Eldorado. En fait, il y a tellement de masse, il y a tellement de personnes qui ne consomment pas la bière, c'est à eux que je dois aller vendre. Grosse erreur. Convaincre quelqu'un qui n'aime pas la bière à consommer de la bière, qui n'aime pas l'alcool à consommer de l'alcool, c'est très difficile. Par contre, convaincre quelqu'un qui boit beaucoup de bière à en boire un petit peu plus, ou boire la vôtre, c'est beaucoup plus facile. On dit en anglais take the low hanging fruit. Si vous avez une plante de fruits, un arbre de fruits en face de vous, vous ne commencez pas par prendre les fruits les plus beaux qui est tout au top de l'arbre, mais vous commencez par prendre les fruits mûrs qui sont en bas de l'arbre et faciles à accéder. Et c'est ça qu'on doit faire quand on est entrepreneur. Du coup, vendez où c'est facile de vendre, pas où c'est difficile de vendre. Taille du marché, je vais vous parler de taille du marché et la quantité de personnes que vous voulez avoir. Bon, essentiellement, il y a 4 choses à voir quand on regarde la taille du marché. Il y a le marché total, et c'est toutes les personnes au monde entier, et ça vous allez dire dans votre business plan, parce que ça fait vraiment briller votre projet, toutes les personnes au monde qui pourraient acheter votre produit ou votre service. Et là, on parle de millions de personnes. Et souvent, quand les banquiers vont regarder, ils vont dire ah, il y a énormément de potentiel, il y a des millions de personnes qui pourraient acheter. Ça, c'est le marché total. Mais je casse les rêves, vous ne l'aurez jamais en totalité. Ça n'existe pas une entreprise qui a son marché total. Mais il y a beaucoup de potentiel. Et c'est ce que vous voyez ici, le marché total. Après, il y a les marchés disponibles. Les marchés disponibles, les marchés que vous pouvez effectivement avoir, c'est le marché que vous pouvez avoir en fonction de vos contraintes de votre produit. Je vous fais un exemple, aux contraintes géographiques, contraintes de production, toutes les contraintes liées à votre projet. Je vais vous faire un exemple. Vous créez une application mobile liée à la langue des signes pour les personnes malentendantes. Et en fait, l'idée, c'est permettre, avec cette application, de traduire en langue des signes tout ce qui se passe. Très bien. C'est quoi le marché total? Le marché total, en fait, c'est tous les malentendants au monde. C'est énorme. Ça, c'est votre marché total. Mais le marché disponible, c'est plus petit. Vous ne pourrez jamais avoir tous les malentendants au monde. Déjà, c'est impossible. Et après, la langue des signes, ça change par langue, en fait. La langue des signes française, ce n'est pas la même que la langue des signes anglais. Donc, en fait, en fonction de votre langue, votre marché il est plus petit. Donc, en fait, déjà, votre marché disponible, ce n'est pas la totalité du monde. Peut-être c'est que les francophones. Et c'est une réduction. Vous voyez, ça s'est réduit. Le marché disponible, c'est réduit. C'est en fonction des contraintes liées au produit, des contraintes géographiques. Donc, c'est plus petit. Il faut arriver à mettre des chiffres derrière tout ça. Après, vous avez les marchés cibles. Vous dites, OK, mon marché, en fait, du coup, de langue des signes, c'est que les pays francophones. Mon marché cible, ça peut être géographique, c'est que la France. Ça peut être par segment, ça peut être par région au début, ça peut être mon marché cible, c'est que l'Île-de-France. Mais ça peut être aussi par segment, par besoin. On a vu tout à l'heure les clients et les besoins. C'est par ça qu'il faut se concentrer. Vous pouvez dire, mais en fait, c'est une application de langue des signes pour les adolescents. C'est ma cible.
Et du coup, c'est encore une partie plus petite du marché que vous êtes. Vous n'aurez pas, là aussi, je casse les rêves, dans votre application, vous n'avez pas tous les adolescents francophones de l'Île-de-France qui vont l'utiliser. Ça, c'est les marchés cibles, c'est ce que vous visez. Mais les marchés que vous pouvez effectivement capturer, c'est un pourcentage de ces marchés cibles. Donc, c'est encore plus petit, c'est la partie en noir. Dans un business model, dans un business plan, vous parlez du marché total, vous parlez du marché cible, mais vous ne parlez pas du marché capturable, parce que ça risque d'être plus petit, beaucoup plus petit. Mais en tant qu'entrepreneur, il faut que vous le sachiez. Vous n'aurez pas les marchés total, vous n'aurez pas les marchés cibles, vous aurez les marchés capturables. Et quand vous faites vos projections, et quand vous décidez de dépenser l'argent ou faire une activité plutôt qu'une autre, il faut que ça soit très clair. Concrètement, comment on évalue la taille du marché? Pour vous faire un exemple, il y a soit l'approche top-down, ce qu'on appelle, du haut au bas, soit l'approche du bas au bottom-up. Essentiellement, l'approche top-down, c'est le moins précis, c'est le plus rapide. Ça correspond en fait à dire combien c'est le marché total, ce que je vous disais tout à l'heure, et après appliquer des filtres pour les réduire à un marché cible, au marché disponible. Il y a sûrement une marge d'erreur, mais ça vous permet de comprendre un peu combien de personnes pourraient utiliser votre produit ou votre service. Par exemple, vous pouvez dire, je regarde une étude de marché dans le monde et je vois qu'il y a autant de personnes malentendants. Quel est le pourcentage de la population française dans le monde? J'applique le même pourcentage aux personnes malentendantes, j'arrive à dire qu'en France, il y a autant de personnes malentendantes. C'est une approximation, on est d'accord, mais vous permet de dire déjà quelle est la taille de votre marché local. Et après, vous dites combien il y en a en Île-de-France, combien il y en a d'adolescents. Vous appliquez des filtres, vous appliquez des pourcentages, des approximations pour arriver à dire quel est votre marché total. C'est très rapide à faire et il y a sûrement une marge d'erreur. Ça, c'est l'approche top-down. L'approche bottom-up, c'est un peu différent. C'est beaucoup plus précis, ça prend plus de temps à mettre en place, mais ça consiste à dire combien de personnes dans mes segments, des personas que j'ai identifiés, que je connais, ou qui connaissent que je connais, il y en a. Donc, c'est vraiment une approche qui part du terrain, des personnes réelles. OK, ces personnes, ils font partie d'un groupe. Combien il y en a après en Île-de-France? Combien il y en a après au niveau national? Combien il y en a après dans le monde? Mais en fait, vous partez des personnes réelles qui correspondent à votre segment, des besoins des personnes. Vous ne partez pas de la taille du marché total, vous partez des personnes qui ont un certain besoin. Et ça, c'est l'approche bottom-up. Donc, on part du nombre de personnes qu'on connaît, qui ont cette problématique. Beaucoup plus précis, prend plus de temps à mettre en place, mais la marge d'erreur, après, c'est très faible. Deux approches. Pour conclure sur cette partie des détails du marché, vous avez sûrement entendu parler des early adopters. Early adopters, c'est justement une partie du marché, le marché des utilisateurs potentiels de votre solution ou de votre client. Il est composé de 5 parties. Il y a les innovateurs, les early adopters, la première majorité, la deuxième majorité et les sceptiques. Ce que vous allez avoir quand vous créez une entreprise, quand vous êtes au lancement, en fait, c'est les early adopters et les innovateurs. C'est sur eux que vous allez vous concentrer, c'est eux qui vont vous faire confiance. Et quand je vous parle, en fait, des clients, de leurs besoins, des personas, on parle toujours des early adopters. C'est des personnes qui ont un vrai besoin, qui ont un vrai problème et qui vous feront confiance même si vous n'avez pas encore une entreprise qui cartonne ou vous êtes un auteur sur le marché. On les appelle les early adopters et c'est cette première partie du graphique. Donc,
Pour résumer cette partie de l'étude de marché, cette partie de la taille du marché, 3 types de marchés: masse, niche, multi-side, deux côtés. Concentrez-vous sur les niches, concentrez-vous sur les gros utilisateurs et faites un calcul qui vous permet de dire combien il y en a, la taille de votre marché, combien il y en a total et combien vous pouvez effectivement les avoir. 2 approches pour faire ce calcul. Quelles sont donc les étapes? Comment il faudrait faire? Parce que souvent, j'entends les start-upers dire OK, je sors, j'ai fait des questionnaires. Alors, les questionnaires sont très importants, mais ils n'arrivent pas tout au début. La première chose à faire, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, le profilage du client. Faites le profilage du client. C'est-à-dire, en fait, cette petite étude ici, le profilage du client, c'était bien ça. Qui sont les clients? Quels sont leurs problèmes? Combien il y en a? Quels sont les segments? Qui sont les personas? Ça, c'est la première chose à faire. Ça vous permet en fait d'aborder votre étude de marché et ça suffit de le faire une fois. Très rapidement, vous comprenez comment la structure un peu. Après, identifiez vos personas, observez vos personas. Allez voir quels sont effectivement leurs besoins. Une fois que vous avez construit vos personas, en fait, vous avez fait une description de la persona, disons quel est son âge, quels sont ses besoins, quels sont ses revenus, vous dites, maintenant je les vais rencontrer. Pas encore de questionnaire. Je les vais rencontrer pour comprendre bien quels sont ses besoins, pour m'assurer ce que je vais en tête comme solution correspond à leurs besoins. Et c'est des entretiens que vous mettez en place. C'est des entretiens, ce qu'on appelle semi-directifs, où vous avez des questions précises et vous demandez des faits réels de cette personne, comment elle se comporte, qu'est-ce qu'il en pense de la solution, est-ce qu'il a utilisé des solutions similaires dans le passé, etc. Ça reste qualitatif, ce n'est pas quantitatif, ce n'est pas des questionnaires. Parce que vous êtes encore dans un état d'avancement où vous avez besoin de beaucoup de données qualitatives pour arriver à construire votre solution. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez commencer à mettre en place votre solution. Et vous ferez des questionnaires. Les questionnaires, concrètement, ça sert à quoi? Ça sert à dire, en fait, OK, ce n'est pas que les 10 personas que j'avais identifiés ou les 5 personas que j'avais identifiés qui ont ce problème, ils ont ces besoins. Et en fait, il y en a des centaines de personnes qui ont ces problèmes. Et les besoins des centaines de personnes, ce n'est pas si différent que les besoins des personas que j'avais initialement identifiés. C'est là que vous mettez en place des questionnaires. Questionnaire, c'est quantitatif, c'est statistique, vous permet de comprendre que les besoins de peu correspondent aux besoins de beaucoup de personnes. Dernière étape, vous le verrez sûrement, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais vous le verrez dans des autres formations et tout au long de la création de votre projet d'entreprise. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Vous mettez en place en fait votre prototype, un peu un test, un MVP, qui vous permet de valider votre marché, de voir concrètement à travers la commercialisation de votre solution que vous étiez dans la bonne direction. Ça sont un peu les étapes de l'étude de la demande. Donc, là, on va faire les foires aux questions et je vais partager avec vous un document dans le chat, un document que je voudrais que vous remplissiez. Comme ça, si vous avez des questions, vous me posez les questions. Pour ceux qui n'ont pas les questions, ils vont prendre là 5-10 minutes, jusqu'à 11 heures à peu près, pour remplir ce document qui leur permet un peu déjà d'essayer de faire l'exercice et de voir s'ils ont bien compris qui sont les clients, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, je les partage tout de suite avec vous dans le chat. Chat. Everyone. Être là. Et je suis ouvert aux questions. Je suis sûr qu'il y en a. C'est beaucoup de concepts, donc c'est... Et je les partage. Je les mis dans le chat, comme ça, normalement, vous pouvez les télécharger, les voir. Mais ça suffit que vous prenez un bout de papier et vous cliquez chez les clients, les segments, etc. Et ça vous permet déjà d'avoir une idée de tout ça. Donc, les étapes. Remplir
le profil du client dans ces 5-10 minutes. Ça, moi, je bois aussi un verre d'eau. Construisez vos personas, ça sera pour appeler. Construisez votre guide d'entretien et rencontrez vos personas. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Est-ce que vous pourriez nous laisser à l'écran ce que vous nous avez montré là pour qu'on puisse le recopier si on ne peut pas le télécharger, s'il vous plaît? Absolument. Merci. Moi, bonjour. Sur la première partie, j'ai une question sur, en fait, comment je peux trouver des informations sur, par exemple, combien on a des clients sur un marché de niche ou un marché de masse. Comment est-ce qu'il y a des sites pour trouver ce genre d'informations dans la part de marché, combien de clients, chiffre d'affaires? Alors, il y a pas de sites spécifiques. Il y a des sites statistiques, en fait, sur la population. Vous pouvez trouver pas mal de choses. Alors, en Italie, ça s'appelle l'Ipsos. En France, ça a un autre nom, mais je suis sûr que quelqu'un connaît. C'est en fait cette entité qui fait toutes les études sur la population. C'est Ipsos aussi, on en a en France. Ipsos aussi Ouais. en France. Mm. Et du coup, eux, ils mettent beaucoup de choses à disposition gratuites. Donc, moi, ça m'aide beaucoup, franchement. Parce qu'il y a plein de statistiques, il y a plein d'études sur la consommation, sur les personnes, sur les entreprises, etc. C'est l'INSEE en France. L'INSEE. Sinon, Mais il y a aussi Ipsos qui font des statistiques, je pense. il y a aussi Ipsos. Sinon, il y en a à niveau national, il y en a à niveau européen, il y en a à niveau mondial, en fait. À chaque niveau, il y a ces entités qui font ces analyses. Sinon, c'est de la recherche sur Internet, pure et dure. Pour moi, une autre source importante, c'est les cabinets de conseil. Les gros cabinets de conseil internationaux, en fait, souvent, ils font des analyses de ce type. Et c'est en cherchant de la donnée qu'on appelle de la donnée secondaire qu'en fait, on arrive petit à petit à dire combien il y en a de personnes, combien ils ont ce besoin, pour avoir le marché total. Hein. Après, le marché local, c'est le marché cible, le marché disponible, c'est vraiment vous commencez à dire en fait, combien de personnes je connais comme ça, combien de personnes pourraient avoir ce type de problème. Mais c'est toujours des approximations, toujours. On n'arrive jamais à avoir le bon chiffre. Et ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet d'avoir le bon chiffre. Ce n'est pas l'objectif. C'est d'avoir un ordre d'idées, en fait. Oui, c'est juste approximatif. Ok, merci pour la réponse. De rien. Excusez-moi, où est-ce que vous avez déposé le questionnaire? Parce que dans le chat, j'ai pas l'impression de le voir. Alors, j'ai partagé un document dans le chat. Je ne sais pas si ça a marché. Ça, hein, c'est les documents que vous voyez affichés. Hein. C'est ça. Je l'ai déposé dans le chat. Oui, ça a marché. On peut le télécharger. Mais je ne sais pas si parfois ça peut baguer hein, pour certains utilisateurs sur ces plateformes Zoom ou Teams. Donc, je vais aussi les partager avec Nadine qui vous les enverra après. Anne-Cécile, vous avez une question? Oui. Alors, je démarre la vidéo quand même. Alors, moi, j'avais un petit peu la même question que Touria sur la définition de la taille du marché, mais vous avez commencé à répondre. J'avais deux autres questions. La première, c'est quand vous parlez de faire vivre les personas qu'on a identifiés, est-ce qu'en gros, on peut le faire un peu seul dans notre coin, mais au risque d'attribuer à ces personas des comportements qui ne sont pas vraiment ceux qu'ils auraient pour faire parce qu'on est biaisé dans notre réflexion et qu'on a une idée de ce qu'on a envie de faire et qu'on a envie que ça marche, ou est-ce qu'il faut s'appuyer sur les entretiens dont vous avez parlé plutôt pour le faire? Vous avez répondu, vous êtes vraiment dans les cœurs du sujet, vous avez répondu tout seul. Et en fait,
une étude de marché vous dirait c'est un archétype, c'est une personne fictive que vous développez. Un entrepreneur comme moi vous dira en fait non, c'est une vraie personne. Donc les personas, on n'invente pas, c'est pas dans son coin. Mon persona, c'est une personne que je connais, que je rencontre et que je construis en fonction de ces rencontres que j'ai avec lui ou avec elle. Donc, c'est pas fictif, c'est réel. Pour moi, un persona, on doit connaître son numéro de téléphone, on doit connaître son adresse email, et toutes les fois qu'on a un doute, on l'appelle. Parce que sinon, on risque de s'auto-convaincre, comme vous avez dit, en fait. Oui, en fait, Pauline achèterait ça. Oui, je pense qu'elle achèterait. Oui, ça me convient bien qu'elle achèterait. Mais en fait, quand on l'appelle, on lui dit, Pauline, est-ce que tu achètes? Non, en fait, non, cette fois, je ne paye pas. Ah, ok. Pourquoi? Ok. Ok, merci. Et donc, relativement à ça, est-ce que vous auriez des conseils ou est-ce que vous avez, dans votre expérience, est-ce que c'est difficile de trouver des personnes parce qu'on connaît pas nécessairement tous les types de personas qui correspondraient à son objectif? Est-ce que les personnes qu'on a identifiées, alors déjà comment les identifier et est-ce que ça vous semble facile de rentrer en contact et de leur poser ces questions-là en fait? Alors, c'est très difficile. Et l'entrepreneuriat, c'est très difficile. Oui. Après, pour moi, c'est la seule option possible. Imaginez-vous que vous ouvrez un commerce, que vous voulez vendre des choses et vous ne connaissez pas vos clients. En fait, il faut que vous les connaissez. Si vous voulez répondre à leurs problèmes, il faut les connaître. Tous les business de succès, qui aujourd'hui c'est devenu des très grosses entreprises, ils commencent par connaître les clients. Même. Bon, moi, j'ai pensé l'autre jour au jus de fruits, j'ai regardé l'histoire du jus de fruits Innocent, ça s'appelle. Et eux, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au tout début, ils ont acheté une machine pour faire des jus, et ils ont commencé à vendre des jus à personne qui connaissait. En fait, parmi les personnes qui connaissaient, au bout d'un moment, il y avait un resto. Et le resto leur a dit, je vous achète autant de litres. Du coup, ils ont commencé à faire plus. Mais ils n'ont pas commencé disant, bon, j'ai un produit, je suis sûr que quelqu'un va acheter. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient acheter, mais je ne les connais pas. Déjà, si on ne les connaît pas, on se pose la question, est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est le bon projet pour nous, pour moi, si je ne connais pas qui pourrait acheter? Donc, il faut les chercher et il faut les rencontrer. Et pour moi, il ne faut pas lancer avant de les avoir rencontrés, avant de leur avoir posé ces questions, avant d'être sortis de notre zone de confort, parce que c'est pas facile de sortir de notre zone de confort. Et mon conseil, c'est commencer par justement, il ne faut pas forcément tous les identifier, parce qu'on peut dire, il y en a plein de types différents, mais je ne les connais pas tous. Ce n'est pas grave, c'est que je ne connais pas, je ferai pour eux après. Mon produit, ça sera adapté à ce type de personnes après. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'adapte ma solution aux personnes que je connais. Comme ça, je suis sûr que ça sert à quelque chose. La raison numéro 1 pour laquelle une entreprise n'arrive pas à se créer ou fait faillite, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas les besoins des produits qu'ils ont créés. Vous avez probablement déjà entendu ça. Ça veut dire qu'en fait, on crée quelque chose que le marché ne prend pas, que les clients ne veulent pas. Et c'est quand on fait ça, en fait, on crée quelque chose pour des personnes qu'on ne connaît pas. Parce que si la personne, on les connaît et nous dit « oui, j'ai besoin de ça », cet risque, c'est tout de suite réduit, en fait. Et merci beaucoup. Et dans le cas où le client, c'est une entreprise, donc dans le cas où on veut offrir des services, dans votre expérience, quand on contacte des gens, ils sont plutôt volontaires pour répondre à la question de quelqu'un qui construit son projet? Non. Dans mon expérience, non. C'est très difficile. Malheureusement, c'est très difficile. Après, un sujet très important que vous venez d'évoquer, c'est quand notre client, c'est une entreprise, donc quand on fait du B2B et pas du B2C, c'est qui la persona? Est-ce que Coca-Cola, c'est une persona?
et vous l'avez un peu abordé aussi dans votre réponse. Non, Coca-Cola, je le clarifie aussi comme ça pour tout le monde, Coca-Cola, ce n'est pas un persona. Coca-Cola, ça ne signe pas des contrats d'achat. Coca-Cola n'existe, c'est une entité juridique, n'existe pas. Votre client, c'est Chloé, qui est le responsable d'achat d'un produit ou d'un service chez Coca-Cola. Du coup, c'est elle la persona, parce que comme Chloé à Coca-Cola, il y a Pauline chez Pepsi, etc., etc., etc. Et du coup, c'est elle votre persona, c'est elle qui a des besoins, c'est elle que vous devez convaincre, c'est elle que vous devez contacter, c'est elle que vous devez arriver à toucher. Et c'est pas facile. Au début, ils vont nous dire non, j'ai pas le temps, etc. Dès là, en fait, où c'est plus facile, c'est de commencer par des personnes qu'on connaît déjà. Du coup, si on connaît quelqu'un dans ces entreprises, c'est de passer par là. Et l'idéal, c'est ça, parce que comme ça, on est sûr de créer quelque chose que ça leur sert. Pas lancer, pas créer avant qu'on les a rencontrés. Si ça prend du temps de les rencontrer, ça prendra encore plus de temps de leur vendre si on ne les a jamais rencontrés. Oui. Donc, d'abord les rencontrer, parler avec eux et privilégier des personnes qu'on connaît déjà, parce que ça accélère la chose. Ok, merci beaucoup. De rien. Autre question? On avance sur la deuxième partie. Bonjour, pardon. Oui, oui. J'ai une petite question. Sur la taille du marché disponible, etc., quand on imagine qu'on veut vendre sur Internet, principalement, on peut imaginer que forcément, c'est l'Internet et c'est très accessible. J'imagine qu'au début, c'est sans doute très difficile aussi d'attirer les gens parce qu'il y a beaucoup de concurrence, etc. Donc, comment on peut se faire une idée de cette taille de marché qui n'est pas physique? Je veux dire qu'il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de produits d'échanges comme ça entre clients. Alors, c'est assez similaire que une bonne question. Pardon. C'est assez similaire que dans l'autre cas, dans l'étude du conseil physique. C'est assez similaire l'analyse parce que les données, aujourd'hui, on trouve même autant de données sur le marché digital que le marché physique. On trouve autant de données dans l'Internet. La seule différence, et c'est une très importante différence, c'est que vous voyez ici, par exemple, dans l'exemple que je vous ai fait, Oui. qui est à l'écran, il y a un marché total, 500 000 personnes à Paris. Marché disponible, j'ai dit 200 par jour parce qu'en fait, je ne vends pas un produit digital. Je vends une salle de fête. Et du coup, il y a une capience maximale. Dans le digital, il n'y a pas ça. Du coup, souvent, on peut avoir un marché disponible, un marché capturable qui sont équivalents. Il n'y a pas forcément ces différents cercles de plus en plus petits. Parfois, le marché total, ça peut être égal au marché disponible. D'accord, ok. Parce qu'on est dans le digital. Ouais. Et il n'y a pas de barrière géographique. Ok, merci. De rien. Ok. On avance sur la deuxième partie, étude de l'offre. L'étude de l'offre, on va se focaliser sur une partie de l'étude de l'offre, que c'est l'étude de la concurrence. On va prendre 5 minutes pour ça. Je voudrais vous montrer comment on fait une étude de la concurrence. Alors, il y a toujours cette question, aujourd'hui je ne veux pas vous la poser parce qu'on est un peu pressé dans le temps, on n'a pas beaucoup de temps à disposition, mais en fait, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien d'avoir de la concurrence? La réponse c'est que être un monopole, c'est quand même plutôt pas mal parce que ça permet de choisir ses prix, d'être tout seul, etc. Si on va demander ici au boulanger du coin s'il est content, s'il est heureux, si un autre boulanger ouvre à côté de lui, je pense que la réponse va être non. Donc, en fait, la concurrence, c'est pas toujours bien, mais dans la plupart des cas, la concurrence, c'est bien. C'est bien pour tout le monde. C'est bien sûr pour les clients finaux, parce qu'une concurrence, ça permet aussi de baisser les prix, mais c'est bien aussi pour l'entreprise, parce qu'on ne veut jamais être tout seul dans un marché.
Si on est complètement tout seul dans un marché, en fait, déjà, s'il n'y a personne dans un marché, la première doute qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'il y a vraiment un marché? Parce que comme il n'y a personne qui vend, est-ce qu'il y a vraiment des clients? Pourquoi personne ne l'a déjà fait? Pourquoi personne le ferait? Et en plus de ça, on peut apprendre plein de choses de nos clients, de nos concurrents. On peut apprendre leur prix, on peut apprendre leur stratégie, on peut voir ce qui a fonctionné, on peut prendre plein de choses par rapport à ce qu'ils font. Mais en plus que ça, le fait d'être les premiers à faire quelque chose, ça a démontré, moi je travaille dans une école de commerce, donc j'ai accès à pas mal d'études et on fait pas mal d'études sur les entreprises. En fait, ça a démontré que les entreprises qui sont les pionnières, normalement, vont contre mieux. On pense toujours, il ne faut pas que quelqu'un ait mon idée, il faut que je sois le premier parce que c'est unique, etc. Mais en fait, les études démontrent que quand on est le premier, on se casse la gueule. Ça ne fonctionne pas. C'est toujours les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes entrant dans un marché qui profitent des erreurs du premier, qui profitent de tous les efforts que le premier a fait et qui réussit à avoir un succès dans ce marché. Donc, c'est bien d'avoir la concurrence. Ce n'est pas si mauvais que ça. Il faut étudier sa concurrence, il faut apprendre de sa concurrence. Carlos Ghosn, en fait, ils avaient dit une chose très intéressante à un moment donné. Ils avaient dit, il parlait de Renault en fait, et il disait qu'est-ce qu'il veut savoir de ses concurrents. Et on penserait en fait de la concurrence, ce qu'on veut connaître, c'est les prix. Lui a dit non, c'est pas les prix que je veux connaître la concurrence. Je connais les prix de la concurrence. Ce que je veux vraiment connaître de la concurrence, c'est les coûts. Mon problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, je vends des voitures à un prix trop élevé. J'ai des coûts trop élevés. Si je connais les coûts de la concurrence, si je comprends comment la concurrence il arrive à baisser les coûts, en fait, c'est là que je peux avoir du succès. Donc, on oublie souvent, et c'est très difficile à avoir accès, mais si on fait un peu d'intelligence économique, un peu d'études, souvent on y arrive. Ce qui nous intéresse vraiment de la concurrence, c'est les coûts. Parce que c'est très difficile de les battre dans les coûts, parce qu'ils sont déjà présents sur le marché, ils ont peut-être des économies d'échelle, mais comprendre les coûts de la concurrence vous permet vraiment d'avoir un pas d'avance par rapport à eux. L'important, c'est se différencier de la concurrence, c'est d'arriver à faire quelque chose de différent. La guerre des prix, dire en fait, moi je vais faire comme mes concurrents, mais en fait moins cher, c'est intéressant pour personne. Ce n'est pas intéressant pour les concurrents, ce n'est pas intéressant pour vous. Et la guerre des prix, là aussi, je mets ma casquette académique, on ne la gagne jamais. La guerre des prix, il y aura toujours quelqu'un qui fera un prix inférieur. J'aime bien penser à Paris, à Oberkampf. Il y a plein de bars. C'est un quartier de fête où il y a plein de bars. Et la différenciation qu'ils font les bars l'un de l'autre, ce n'est pas les prix. Mais c'est peut-être le style du bar, c'est peut-être la carte des bières, c'est l'ambiance. Chacun arrive à trouver sa différenciation, chacun arrive à trouver sa sauce et profiter du marché. Une guerre des prix tuerait en fait tous les bars de Oberkampf. Mais une différenciation intelligente, ça permet à tout le monde d'exister en fonction des besoins des clients potentiels. Donc, il faut arriver à dire comment on est différent de nos concurrents, qu'est-ce qu'on fait de différent, comment on se positionne de façon différente. Il y a un exercice que vous voyez ici, qui s'appelle une map perceptuelle. C'est un map de perception, comme les perceptions des clients qu'ils ont de votre entreprise. Ça consiste à dire, en fait, il y a deux axes. On développe deux axes avec deux caractéristiques des produits, caractéristiques de la solution, ou deux besoins qu'on considère importants. Et en fonction de ces deux axes, on mappe notre marché. Et bien sûr, vous choisissez deux axes qui vous différencient de vos concurrents. Ça peut être la qualité, ça peut être la rapidité, ça peut être plein de choses. Ça dépend vraiment en fonction de vos produits. Et en fait, c'est sur ces deux axes-là que vous placez vos concurrents et vous essayez de comprendre où il y aurait de la place. L'idée, c'est que vous arrivez dans
une partie de la matrice où vous êtes un peu tout seul. Il y a toujours un concurrent, et le concurrent, surtout pour les nouveaux créateurs, c'est la manque d'intérêt. C'est quand en fait vos clients potentiels, ils disent non, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ce produit, je n'ai pas besoin de ce service. Et je pense que c'est le plus gros concurrent à battre pour un créateur d'entreprise. En soi, c'est bien de regarder le concurrent, c'est bien d'être centré vers la concurrence, c'est bien, c'est pas bien d'être centré sur la concurrence, c'est bien de comprendre ce qu'ils font les concurrents, parce qu'il ne faut pas répéter les mêmes erreurs, il ne faut pas faire la même chose, il faut se différencier. Mais comme Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, ils disent, si vous êtes trop orienté concurrence, vous terminez pour faire ce qu'ils font les concurrents. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est qu'on a dit au début de cet atelier, il faut être orienté client. C'est comme ça qu'on se différencie de la concurrence. Donc, on regarde la concurrence, mais ce n'est pas votre premier centre d'intérêt. Votre premier centre d'intérêt, c'est les clients. Pour résumer, qu'est-ce qu'on fait de la concurrence? Comment on fait une étude de la concurrence? Les concurrences, c'est bien de la voir. Il faut connaître tous les concurrents. Il faut voir quels sont leurs points faibles et leurs points forts. Et surtout, il faut comprendre comment on arrive à se différencier de la concurrence. Comment nous, on est différents qu'eux. C'est fondamental pour avoir une proposition de valeur quelque part unique. Il faut dire, c'est pas grave d'avoir beaucoup de concurrents. Ce qui est important, c'est de réussir à se différencier d'eux. Donc, l'exercice que vous devrez faire, c'est que pour faire cette étude de l'offre, en fait, il faut que vous identifiez vos concurrents, il faut que vous identifiez leurs points forts, leurs points faibles, et il faut que vous identifiez vos axes de différenciation. Je vous mettrai en matrice justement comme ça, parmi les outils, qui va vous permettre justement d'essayer de comprendre comment vous êtes différents. Maintenant, après, on reviendra aux questions à la fin de cette partie, dans 10-15 minutes, on reviendra aux questions sur la concurrence et aussi sur l'autre aspect que je veux voir avec vous. Je veux parler, ces les temps qui nous restent, les temps qu'on a ensemble, je veux parler des business models. Parce que je veux un peu démystifier les business models. Je pense que c'est important, parler des prix et des business models. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est un modèle d'affaires? Qu'est-ce que c'est un business model? Quand vous avez l'expert d'entrepreneuriat du moment qui vient vers vous, et quand vous avez Francesco qui vient vous dire, en fait, qu'est-ce que c'est un business model? Quel est votre business model? Ok, c'est très intéressant votre projet, je comprends tout à fait, c'est logique, mais quel est votre business model? Alors, quelle est la question sous-jacente à cette question pour être vraiment clair? C'est comment vous faites de l'argent. Qu'est-ce que c'est votre business model? Ça veut dire comment vous faites de l'argent. Ça veut dire que la personne n'a pas compris comment vous faites de l'argent. Peut-être que vous avez trop parlé des utilisateurs. Et comme je vous disais tout à l'heure, les utilisateurs, ça ne paye pas. Peut-être que vous avez trop parlé de produits. Mais vous créez un business. L'objet d'un business, que ce soit un business social ou pas, dans tous les cas, c'est de faire de l'argent. Ça n'existe pas si le business ne génère pas de revenus. Donc, comment vous générez des revenus? C'est ça la question. Il faut un prix. Les prix, ce n'est pas forcément lié au coût. Les prix, au contraire, n'ont rien à voir avec les coûts. Les prix d'une entreprise, c'est stratégique. Les prix, c'est en fonction de la stratégie. On peut avoir des stratégies de prix élevés, avec des coûts très bas. On peut avoir des stratégies de coûts bas, de prix bas, avec une petite marge. Ça dépendra de quelle est la stratégie de votre entreprise. Mais si vous voulez, on parle des business models e-commerce, digital, plateforme, etc. Tout revient à des choses très basiques. Je vais vous présenter différents types de modèles d'affaires que vous avez sûrement déjà entendu parler, mais auxquels vous devez penser quand vous lancez votre business. Que ce soit à travers le digital, que ce soit en physique, que ce soit une plateforme, que ce soit une application. Ça, ce n'est pas des business models, ça sont des outils que vous utilisez.
Les business models, les modèles d'affaires sont très simples. Alors, voilà, on a la vente classique, business model classique, vente classique. Vous vendez un bouquin. Un bouquin, il a un prix. Le prix d'achat d'un produit ou d'un service, ça c'est une vente classique, business model classique. On peut avoir un business model, un modèle d'affaires au prix d'usage. Par exemple, vous avez l'usage, vous avez un abonnement téléphonique que vous payez à l'usage. Le plus vous appelez, le plus vous payez. Ou vous allez dans un espace de coworking payant et en fait, vous êtes facturé en fonction du nombre d'heures que vous restez dedans. C'est un prix d'usage. Business model, usage. Vous pouvez avoir un business model de l'abonnement. Vous faites un abonnement en salle de sport. Vous avez un droit d'accès. C'est plus un droit, vous ne payez pas à l'usage, vous payez à l'accès avec l'abonnement. Donc vous dites, je paye pour le mois pour avoir accès à les services. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle un leasing. Un leasing, ça s'utilise souvent dans l'achat de voitures. Ça veut dire qu'en fait, vous payez tous les mois un montant et les produits deviennent les vôtres, puis à la fin, vous allez payer une autre petite partie et en fait, vous avez la totalité du bien pour vous. Mais sinon, c'est un leasing, les produits, les services, il n'est pas les vôtres, vous les louez en fait, vous payez un leasing. Vous pouvez avoir une licence, pensez au logiciel, donc droit d'usage d'une propriété intellectuelle. Microsoft, aujourd'hui, ils sont tous passés en licence. Avant, ils vendaient les produits. Aujourd'hui, ils ont changé de business model. Vous voulez utiliser Microsoft Office, tous les paquets Office, vous payez en licence mensuelle. Et vous avez les mises à jour, etc., etc., etc. On peut avoir un autre type de prix, un autre type de modèle d'affaires. Prix de courtage. C'est un apporteur d'affaires. C'est l'agent, typique de l'agent. Pensez en fait à qui vend un prêt immobilier. Vous voulez acheter un appartement. En fait, vous avez un courtier qui amène votre dossier à une banque pour vous faire trouver les meilleurs taux. Mais là, c'est un prix de courtage. Un autre type de modèle d'affaires. Courtage. Prix publicité. Vous payez par la visibilité. Vous payez pour la visibilité. Vous payez pour les impressions. Vous payez pour les clics. Un autre modèle d'affaires encore différent. C'est ça du business model. Type de prix. On a parlé de modèles d'affaires. On parle maintenant, ça aussi, ça donne des modèles d'affaires et des prix liés aux différents types de modèles d'affaires. Vous pouvez jouer avec les deux tableaux. Prix régulier. On a fait l'exemple tout à l'heure d'un livre. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Ici, je vous ai pris un autre exemple. Prix régulier. Billet de métro. Prix en fonction des fonctionnalités. Donc, selon ces fonctionnalités, pensez pas au métro, pensez au train, première classe, deuxième classe, il y avait aussi troisième classe, ça n'existe plus, je pense, mais on peut avoir des classes différentes, en fonction des fonctionnalités différentes d'un produit qu'on achète, d'un service qu'on achète. Prix par segment. Vous pouvez faire des prix différents en fonction de vos segments de clients. Ici, je vous ai pris un segment classique, les étudiants ou les retraités. Vous leur faites un prix différent, mais vous pouvez avoir dans vos segments que vous développez, qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez faire des prix différents pour des segments différents. Prix par volume, c'est plus négocié. Vous avez quelqu'un qui achète beaucoup. Si vous achetez en licence de Microsoft Office pour votre famille, ou si vous achetez 5000 licences pour vous, les salariés pour tous les salariés de votre entreprise, vous avez un autre prix, un prix différent. C'est un prix par volume. Multitarif. Je vais revenir à ça parce que ça, c'est plutôt moderne. Et c'est la meilleure, selon moi, la meilleure façon pour exploiter justement, pour gagner le plus possible de ses clients, pour acquérir le plus de la valeur possible. Multitarif, je vais revenir, ça consiste à diviser l'accès et l'usage. Mais passons les multitarifs, passons au négocié. Prix négocié. Avec chaque client, vous négociez un prix différent. On a parlé tout à l'heure de B2B. Souvent, c'est le cas. Quand on vend B2B, on ne vend pas un logiciel, mais on vend des services, du conseil. On vend du conseil au B2B. En fait, le prix, il est négocié.
avec chaque client, on fait un prix différent. Prix du rendement. Prix du rendement, c'est un prix qui varie en fonction de la disponibilité qu'il y a sur le marché de ce produit. Pensez à nouveau à ticket d'avion, ticket de train, mais en fait, les prix changent en fonction, pas de l'offre et de la demande, mais en fonction du nombre de billets qui restent à disposition. Prix du marché. Prix du marché, c'est justement l'exemple des actions dans les marchés cotés. C'est en fonction de l'offre et de la demande. Plus il y a de demande, plus le prix augmente. Plus il y a de l'offre, plus le prix se réduit. Différents types de modèles d'affaires, différents types de prix. À réfléchir, quel est le meilleur pour vous et quel est justement le business model qui s'adapte le plus. Après, qu'on l'applique dans le digital, qu'on l'applique dans une application, qu'on les applique dans une plateforme, c'est toujours là. C'est ça, les business models, c'est eux qu'on les applique en différentes formes, mais les business models sont eux et sont assez basiques. Les moins basiques, il y en a un qui est vraiment intéressant, que j'ai développé ces dernières années, c'est ce qu'on appelle les multitarifs. Les multitarifs, c'est vraiment bien pour les entreprises. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous choisissez un prix standard pour tout le monde, ça devient un peu académique, mais c'est un exercice intellectuel plutôt intéressant. Vous avez un prix, ici vous avez l'axe des prix, ici vous avez l'axe de la quantité. Quand vous choisissez un prix standard, en fait, votre prix sera sur cette courbe, et vous dites, en fait, j'ai fait un prix pour une certaine quantité, et c'est ici. Il y a une partie des valeurs que vous récoltez, que c'est en fait l'intérieur de cette carré. Ça, c'est la valeur que vous récoltez. Mais il y a un argent que vous ne récoltez pas, parce que vous mettez les prix les plus élevés, vous prendrez plus d'argent, ici dans la courbe. Donc ça, c'est l'argent que vous perdez, que vous ne récoltez pas. Et ça, c'est les clients que vous perdez, parce que si vous aurez mis un prix plus bas, vous aurez vendu plus de quantité ou plus de clients. Donc, il y a une partie de pertes, il y a un prix qu'on a, donc une valeur qu'on récolte, mais aussi on a une valeur qu'on laisse sur le marché ici et ici. Quand on fait du multitarif, ça nous permet en fait de nous positionner à plusieurs endroits dans cette courbe. Ça veut dire qu'en fait, vous faites des prix différents en fonction des besoins de vos clients. Première, c'est de diviser l'accès et l'usage. Pensez aux compagnies téléphoniques. C'est le fait de dire, en fait, je divise l'accès à l'usage, c'est-à-dire, en fait, j'ai un forfait mensuel, et là, vous donnez l'accès. Donc, pour une personne, un coup de fil, ça ne coûte rien, quasiment rien, parce qu'il paye 20-25 euros par mois. Et du coup, en fait, une minute au téléphone, s'il passe des centaines de minutes au téléphone, ce n'est pas très coûteux, parce qu'il a payé pour un accès. Si vous payez par l'usage et vous payez par la minute, en fait, le prix par minute, il peut être très élevé. Donc, en fonction de la quantité, c'est très élevé. Déjà, vous différenciez, vous avez deux prix différents en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Vous avez la mamie qui, en fait, fait un coup de fil par mois à ses neveux, elle va prendre le forfait à la minute. Le forfait à la minute, en fait, elle va payer très cher à la minute. Mais comme elle passe que 5 minutes par mois, c'est pas grave. Le businessman qui passe toute sa journée au téléphone, lui, il va prendre le forfait au mois. Parce qu'en fait, pour lui, 1 minute au téléphone n'a pas beaucoup de valeur. Il passe des centaines de minutes. Déjà, vous récoltez la meilleure valeur pour tous les deux. Et vous pouvez ajouter des prix en fonction de différents types de segments que vous avez. Du coup, pour chaque segment, vous prenez le maximum de la valeur, jusqu'à le moment que vous prenez la totalité de la courbe. Regardez un exemple concret d'un prix multitarif. Vous pouvez acheter un cours, vous pouvez acheter 5 cours, vous pouvez acheter 10 cours, vous pouvez acheter 20 cours, vous pouvez acheter un mois, donc forfait illimité, accès, vous pouvez acheter 3 mois illimité. Donc, on divise vraiment l'accès à l'usage et on maximise la valeur pour chaque utilisateur potentiel, pour chaque client potentiel qu'on pourrait avoir. On laisse aucun argent sur la table. Et on a
tous les clients potentiels qu'on pourrait avoir, ils trouvent leur part. Et nous, on ne perd rien. Un peu compliqué, un peu intellectuel, un peu académique, mais très efficace. Vous les voyez de plus en plus appliqués. En plus, je suis sûr et certain, les grandes entreprises les font de plus en plus. Ils divisent tous l'accès à l'usage parce que ça leur permet de maximiser les gains et d'acquérir toute la valeur possible. Pour conclure, on commence à arriver vers la fin. Étude de marché, on a vu différentes choses. On a vu une étude de la demande. De la demande, on a parlé des clients et de leurs besoins. On a parlé de la taille du marché. On a parlé de comment confronter une idée à son marché, de comment en fait rencontrer ses clients et quelles sont les étapes. D'abord, on a vu que d'abord en fait il faut faire un profil client, après il faut faire des personas, après il faut les rencontrer, que plus tard il faudra faire des questionnaires, etc. Puis on a parlé de l'étude de l'offre, on a parlé de la concurrence, on a fait une analyse de la concurrence, on a vu comment analyser la concurrence, on a vu que c'est important, c'est pas aussi important qu'étudier ses clients, mais ça reste quand même très important. Et on a terminé par parler des modèles d'affaires. On a vu qu'est-ce que c'est un business model. On a vu qu'il y a plein de business models différents. On a vu qu'on peut avoir des entreprises locales, qu'on peut avoir plein d'exemples, de pratiques de business models, mais que tout ça revient à des bases que je vous ai présentées, que c'est les modèles d'affaires et les types de prix. Que ça soit appliqué dans les digital, que ce soit appliqué dans les low cost, que tout revient à ces modèles d'affaires et à ces prix-là et comment on les met en pratique. Et je vous ai donné un petit conseil, une tendance, que c'est les multitarifs qui vous permet de maximiser la valeur que vous générez pour chaque client que vous avez. Donc, à réfléchir comment ça peut être utilisé. Pour conclure, d'abord, avant de conclure, foire aux questions. Est-ce que vous avez des questions sur cette deuxième partie? Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question. En fait, pour comment on procède chronologiquement pour faire le map conceptuel pour pouvoir arriver à faire donc la différence et pouvoir se différencier de la concurrence. Très bonne question. Quelles sont les étapes? C'est ça, hein? Oui, oui. Alors, il ne faut pas faire l'erreur parce que ça, c'est très corporate, ce n'est pas très entrepreneur. Les corporates, ce qu'ils font souvent, comme ils sont déjà très grands, ils ont déjà plein de ressources, ils ont déjà une base de clients, ils disent, j'analyse ma concurrence et je fais ma différenciation en fonction de ma concurrence. Ça veut dire, en fait, je regarde, ça voudrait dire ça. Exemple concret. Je veux ouvrir un bar à Oberkampf, je regarde tous les bars présents, je vois qu'il n'y a aucune bar qui fait la musique latino, j'ouvre les bars de musique latino. Je me différencie, on est d'accord. Mais on est d'accord que ça peut être une grosse erreur, parce que s'il n'y a aucune bar qui fait la musique latino, peut-être qu'il n'y a pas de latino dans les quartiers. Peut-être que c'est pas, du coup, ça ne serait pas un bon coup à jouer. Du coup, il ne faut pas passer par ça. Il ne faut pas partir par l'étude de la concurrence pour se différencier. Pour se différencier, il faut partir par l'étude de la clientèle, par l'étude de la demande. Donc, il faut dire, je veux ouvrir un bar, parce que c'est l'intérêt de l'entrepreneur, je veux ouvrir un bar de musique latino. Quand je vais ouvrir ce bar-là, en fait, je dis, OK, c'est où que je peux l'ouvrir? C'est quel quartier où il y a beaucoup de clients potentiels? Que c'est Oberkampf? Très bien. Ben, je pourrais l'ouvrir Oberkampf. Après que j'ai fait ça, je regarde ma concurrence. Et je dis, bon, Oberkampf, il n'y a aucune bar qui fait ce type de musique. Super, j'ouvre sans problème, je me suis différencié. À Oberkampf, il y a des bars
qui font cette musique. Il y en a déjà deux. Alors, il faudra que j'ouvre un peu loin d'eux. Je me différencie géographiquement. Alors, il faudrait que peut-être, différemment qu'eux, j'ai fait la musique, pas peut-être brésilienne, mais la musique argentine. Je me différencie. Il faudrait que je crée peut-être une ambiance un peu différente. Et je me différencie aussi. Vous voyez, en fait, on y arrive à faire la différenciation en passant aussi par l'étude de la concurrence, mais ce n'est pas par là qu'on commence. D'accord. On commence par les clients. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Moi, juste, j'ai une question par rapport à ce sujet-là, parce qu'au début, moi aussi, enfin, je voulais me différencier par rapport au prix, et c'était non par rapport aux besoins, parce que je me disais que, en fait, à chaque fois sur un marché, il y a toujours quelqu'un qui fait mieux. Et même si ça n'existe pas aujourd'hui, en fait, enfin, je me rends compte quand j'identifie un besoin client, bah, il y a toujours une entreprise qui va le faire plus tard et que c'est des entreprises qui sont géants ou qui ont levé des fonds. Comment on peut faire en fait dans ce cas-là? Quand on se rend compte que en fait notre idée qui est bien, qui en fait on se différencie, mais au long de chemin, il y a une personne qui a levé de fonds, qui a plus de moyens, etc. C'est compliqué. Il y a pas. J'essaie de reformuler pour être sûr que j'ai bien compris. Si je comprends bien, le premier sujet, c'est je me différencie par les prix ou pas? Donc, ça, c'est la première question. Tout à fait. À la base, moi, je pensais que c'est mieux de se différencier par le prix. Mais là, vu ce que vous m'avez expliqué, des conseils, déconseillé. Oui, c'est déconseillé, tout à fait. C'est déconseillé. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est déconseillé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y aura toujours quelqu'un qui pourrait le faire à un prix inférieur. Et c'est une différenciation que ça ne tient pas sur le long terme. C'est une bonne différenciation à court terme, mais sur le long terme, c'est compliqué à tenir. Et il faut plutôt se différencier par les produits, par la qualité du produit, les caractéristiques du produit. Après, on peut entamer un prix inférieur, mais pas partir par le prix. Pourquoi? Parce que aussi, c'est très difficile de battre des entreprises déjà présentes sur le marché à faire des prix et leur faire des prix inférieurs. Parce qu'eux, ils peuvent normalement accéder à des prix déjà inférieurs parce qu'ils ont déjà les contacts, ils ont déjà les fournisseurs, l'économie d'échelle, les clients, donc c'est plus facile pour eux de baisser les prix. Du coup, compliqué. Quand on étudie business, on fait souvent l'exemple de Coca-Cola. On dit, on lance une nouvelle boîte, une nouvelle entreprise qui fait des soft drinks, qui fait des boissons type Coca-Cola. Coca-Cola, il peut vous détruire tout de suite s'il décide de vous vendre chez Carrefour. En fait, Coca-Cola peut dire, en fait, pour 2 mois, j'ai fait une promotion chez Carrefour. Voilà que vous ne vendez plus rien chez Carrefour. Coca-Cola peut se le permettre de faire une super promotion pour 2 mois parce qu'ils ont de très larges épaules. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous êtes une jeune entreprise. Du coup, jamais faire ça. Par contre, on dit, en fait, je me différencie par rapport à Coca-Cola parce que je fais des boissons énergétiques. Bon, alors là, Coca-Cola peut baisser les prix autant qu'il veut, mais quand Red Bull est rentré dans les marchés, c'est un autre besoin. Même si Coca-Cola fait des promotions, il y aura toujours des gens qui vont acheter des boissons énergétiques Red Bull. C'est un autre besoin de la clientèle. Il se différencie par les produits, pas par les prix. Donc, déconseillé. Après, comment faire s'il y a quelqu'un après nous qui arrive, fait exactement la même chose avec plus d'argent? Tout à fait. Vous avez bien compris ma problématique. On ne fait pas. On ne fait pas. On meurt. Ah. Si on n'a pas au moins, qu'on a quelque chose qu'on appelle sauce secrète. Vous avez quelque chose d'unique. Ce n'est pas une différenciation, c'est quelque chose de secret. Ça peut être un brevet, une propriété intellectuelle, ça peut être quelque chose, une personne spéciale que vous avez dans votre équipe, que personne d'autre peut avoir, qui vous rend unique. Et alors là, vous pouvez aussi gagner. Mais sinon, si vous n'avez rien de spécial
et les autres ont plus d'argent que vous, ben, c'est les autres qui vont gagner. Je prends l'exemple des plateformes de delivery des restaurants, en fait. Uber Eats, Deliveroo, ça c'est ceux qui sont restés. Mais Foodora, on n'entend plus. Il y en a plein d'autres que ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'avaient pas une source secrète. Il y a des autres qui avaient plus d'argent et qui les ont détruites. Même si Foodora, quand même, je pense que vous vous rappelez de Foodora, hein, ils avaient levé des millions. Ils étaient présents dans plusieurs pays, des dizaines de millions, mais pas autant que Uber. Et du coup, ils sont morts. Ils n'avaient pas de source secrète. Donc, la seule façon pour vous protéger de ce que vous dites, c'est d'avoir une source secrète. Mais que c'est très difficile à trouver. Ouais. C'est pas facile. Ouais, merci bien. Autre question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je conclue ma présentation avec 2 derniers mots et après je repasse la parole à Eric. 2 derniers mots. Ben, la première, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ça a l'air que créer une entreprise, ben, c'est rapide. Hein. En fait, déposer les statuts et avoir son entité juridique, ça c'est très rapide. Mais arriver au succès, c'est très long. Il faut passer par des hauts et des bas. Ici, je vous ai pris l'exemple des Airbnb, que c'est une des entreprises les plus rapides au monde. Ça leur a pris quand même 8 ans avant d'avoir un succès mondial. Et ce n'est pas la petite start-up du coin. C'est quelque part, c'est un licorne, c'est quelque part un peu unique en soi. Quand même 8 ans. Donc, créer une entreprise, ça prend du temps. Il faut avoir ce momentum, il faut aller vite, mais c'est normal de passer par des hauts et des bas, et c'est normal que ça prenne du temps avant de réussir. Pour cette formation, j'ai partagé avec vous pas mal de... On a vraiment fait un condensé. Hein. J'ai partagé avec vous beaucoup de concepts dans un temps très court. Je me suis inspiré de plusieurs bouquins de littérature. Hein. Quasiment rien de ce que je vous ai présenté, c'est moi que j'ai développé ces concepts tout seul. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dessus, il y a beaucoup de bouquins, il y a beaucoup de recherches qui ont été développées et beaucoup d'entrepreneurs qui se sont confrontés à ces problématiques. Si vous avez une partie plutôt qu'une autre qui vous a particulièrement intéressé, sur lesquelles vous voudrez vous approfondir, ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées, vous pouvez me contacter soit par email, soit par LinkedIn aussi. Vous pouvez me ajouter. Et si vous avez une question sur un de ces aspects, ben, je serai ravi de vous rediriger vers la bonne littérature pour bien répondre à vos questions ou à quelques cas pratiques pour vous permettre d'aborder plus en profondeur ces sujets. En tout cas, pour moi, c'était un vrai plaisir de vous donner tous ces conseils, de partager avec vous ces contenus et ces expériences. J'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant et comme je disais au début, en vous amusant. C'est des sujets quand même... c'est un plaisir, l'entrepreneuriat c'est aussi un plaisir. Du coup, j'espère que vous a plu et que vous a apporté du plaisir. Oui, 36. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous aussi, on s'est bien éclaté. Merci à toutes et à tous d'être venus ce matin pour assister à cet atelier. Merci beaucoup, Francesco. C'est toujours un plaisir et toujours enrichissant pour moi-même déjà et pour les entrepreneurs qui sont en devenir. Donc, on se dit à très vite. En tout cas, on reste en contact pour d'autres aventures. Et je sais que, Francesco, tu interviens également dans le cadre du dispositif que nous avons mis en place en Pitch Créa. Il fait partie des experts qui accompagnent les porteurs de projets que nous accompagnons pendant 6 mois. Donc, merci pour ça et merci pour cet atelier ce matin et on se dit à très vite.